Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 1er mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le rideau est tombé sur la 4e édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire à Abidjan. La clôture des travaux a été présidée par le vice-président Daniel Kablon-Duncan. Pour pérenniser et développer les cantines scolaires sur le continent africain, les participants proposent d'investir dans l'alimentation. La BAD renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire. La Banque africaine de développement vient d'octroyer un appui financier à l'État ivoirien pour l'exécution de plusieurs projets, notamment dans le secteur des routes et du transport. 275 milliards de francs CFA seront débloqués à l'issue d'accords signés ce jeudi avec la Côte d'Ivoire. L'abattoir de Port-Boué à Abidjan fait peau neuve. Le site dispose d'une nouvelle salle d'abattage. Les travaux de rénovation ont coûté 18 milliards de francs CFA. L'abattoir qui s'apprête à présenter son nouveau visage au public a été visité par le ministre Kwasi Ayoumani et par le gouverneur Robert Begré-Mambi. Dans le dossier vide ici de ce 20h, nous irons au Bénin pour nous inspirer d'un modèle de gestion des déchets. C'est un modèle intégré qui existe depuis 34 ans dans le pays. L'organisation qui en a eu l'idée est le Centre Songhai qui démontre que les déchets sont source de richesse. Rien ne se perd, tout se transforme grâce à une technique de recyclage. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Comment pérenniser et développer les cantines scolaires sur le continent africain? Une réunion vient de se tenir à Abidjan pour trouver une solution. C'est la 4e édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Les travaux finalisés ce vendredi ont été présidés par le vice-président Daniel Kablon-Duncan. Les participants proposent d'investir dans l'alimentation scolaire pour éradiquer la faim. Mama Traoré. Pérenniser et vulgariser les cantines scolaires sur le continent. C'est l'une des voies choisies par l'Union africaine pour promouvoir la scolarisation et lutter contre la malnutrition des enfants. À Abidjan, pour cette 4e édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire, il est question d'investissement, c'est-à-dire trouver des financements pour nourrir les 23 millions d'écoliers africains qui ne bénéficient pas de cantines scolaires. Pourtant, les études révèlent que la prise en charge annuelle d'un écolier dans une cantine scolaire revient en moyenne à 23 000 francs CFA. Une étude démontre que chaque dollar investi dans l'alimentation scolaire génère entre 3 et 10 dollars en revenus. Du fait de l'amélioration de la santé des élèves, de meilleurs résultats scolaires et des revenus plus élevés à l'âge adulte. Et imaginons qu'en plus, l'alimentation scolaire devienne pourvoyeuse d'emplois et génératrice de revenus pour les producteurs. Quel serait ce retour sur investissement? L'effet multiplicateur serait indéniable. Si chaque personne dans n'importe quel pays investit $1, si on prend la Côte d'Ivoire, 25 millions de personnes, chacun donne $1, on aura 25 millions de dollars. C'est largement suffisant pour soutenir ces programmes. En Côte d'Ivoire, on compte à ce jour 5 688 cantines scolaires pour plus d'1 million de rationnaires. Sur les 6 dernières années, le programme d'alimentation scolaire a coûté à l'État 16,2 milliards de francs CFA. L'objectif désormais poursuivi est de garantir un repas chaud et équilibré à chaque élève à l'horizon 2025. Nous avons un programme intégré de pérennisation des cantines. Les groupements qui sont déjà organisés autour des cantines produisent, livrent un tiers de leur production à la cantine. Et les femmes, majoritairement ce sont les femmes, mais nous avons aussi des hommes. Et ils vendent les 2 tiers. Et cela leur fait des revenus. Et cela contribue aussi à l'autonomisation, surtout des femmes. Et à ces femmes, nous donnons des cours d'alphabétisation. Pour le vice-président Daniel Kablon-Duncan, la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique nécessite l'implication de tous les acteurs. Je voudrais, tout en saluant les efforts déjà amorcés en la matière, encourager les parties prenantes à œuvrer pour l'efficacité des programmes mis en œuvre. Certains des moyens pour accélérer l'atteinte de nos objectifs résident notamment dans la transformation de nos systèmes alimentaires. C'est important. La création d'agro-industries, le renforcement des capacités des acteurs, le développement et l'intégration des exploitations agricoles familiales dans les stratégies de lutte contre la faim, ainsi que la sensibilisation des populations à un changement de comportement en faveur des produits locaux. Après Abidjan, c'est N'Djamena, la capitale du Tchad, qui accueillera en mars 2020
la 5e journée africaine de l'alimentation scolaire. Et avant cette édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu des entretiens hier jeudi. Notre reporter Mama Traoré a suivi pour RTI 1 la rencontre avec le président du Rotary International. Les deux personnalités ont évoqué le renforcement du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et l'association Rotary International. De 1987 à 2019, l'association caritative Rotary International a investi environ 49 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. 49 milliards d'actions sociales dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement économique local. Un engagement que le Rotary International entend poursuivre dans les années à venir. C'est pourquoi son président Jonathan Racine, actuellement en visite de travail en Côte d'Ivoire, est venu solliciter le soutien de l'État ivoirien auprès du vice-président de la République. Ma visite ici est motivée par le fait que les Rotariens de Côte d'Ivoire accomplissent un travail remarquable et le partenariat qui lie l'État ivoirien et les Rotariens est fructueux, mais au bénéfice des populations ivoiriennes et de notre club service, le Rotary. Je suis venu dire merci au gouvernement. Le président du Rotary International profitera de son séjour en terre ivoirienne pour inaugurer un centre médical dans la commune d'Abobo et remettre du matériel d'hémodialyse au SAMU, service d'aide médicale urgente. Il est également prévu une rencontre avec les 700 Rotariens de Côte d'Ivoire. Autre partenaire de la Côte d'Ivoire, la BAD, la Banque africaine de développement, vient d'octroyer un appui financier à l'État ivoirien pour l'exécution de plusieurs projets, précisément dans les secteurs des routes, du transport, de l'électricité et de l'agriculture. L'institution financière internationale a signé des accords hier jeudi avec notre pays et 275 milliards de francs CFA seront débloqués, comme nous l'explique Francis Boifo. C'est l'une des meilleures offres proposées selon le gouvernement. La Banque africaine de développement BAD consent un taux d'intérêt de 1% pour des accords de prêt et une maturité allant de 25 à 30 ans, dont un différé minimal de 5 ans pour le financement de 4 projets. Le transport urbain d'Abidjan phase 2, le désenclavement des zones transfrontalières Bondoukou-Soko-Sampa, l'énergie et le projet d'appui à la gouvernance de la filière cacao. À ces accords de prêt s'ajoute la rétrocession d'un montant de 8,45 milliards de francs CFA de l'Union européenne. La signature de ces accords de financement d'un montant total de 275 milliards de francs CFA témoigne du dynamisme de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. Ça traduit bien sûr le volontarisme des autorités à accompagner l'émergence de notre pays. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables salue les efforts de la BAD en faveur des populations. 27,75 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès à l'électricité en milieu rural. Il concerne 426 localités, donc un peu plus de 260 000 habitants en Côte d'Ivoire seront positivement impactés donc, à travers le pays. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone, lui, traduit la reconnaissance du gouvernement à la BAD. Ces financements contribueront à la mise en œuvre du plan national de développement. À moins de 2 ans du terme du dit plan, le démarrage de ces projets apparaît comme une urgence et ne devrait connaître de ce fait aucun retard afin que les résultats qui en découleront soient inscrits, ne serait-ce que partiellement, au bilan du PND 2016-2020. La Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement entretiennent d'excellentes relations de coopération depuis 1971. Après l'ouverture du siège Afrique de l'Alliance pour l'inclusion financière, Abidjan abrite la 7e table ronde annuelle des chefs d'entreprise africains, un événement économique majeur organisé par le ministère de l'Économie et des Finances de la Côte d'Ivoire, de la BCAO et de l'Alliance pour l'inclusion financière. Toutes les questions liées au développement seront évoquées. On en sait plus avec Cheikh Koni. En Afrique, 35% de la population dispose d'un compte en banque, quand 15,4% épargnent dans une institution financière et seulement 6,7% a un crédit auprès d'une structure financière. L'un des grands enjeux du continent reste donc l'inclusion financière, mais à ce niveau, les indicateurs sont tous inférieurs à la moyenne mondiale.
La tenue de cette rencontre va permettre de discuter les problématiques qui constituent des préoccupations et défis pour le développement de l'inclusion financière en Afrique. Une croissance économique inclusive et durable commence par l'inclusion financière. Nous savons qu'elle joue un rôle important pour intégrer les personnes non bancarisées et financièrement défavorisées dans l'économie formelle en stimulant la création d'emplois qui contribuent à réduire la pauvreté. En la matière, la Côte d'Ivoire fait figure de bon élève. Le choix pour abriter le siège Afrique de l'Alliance pour l'inclusion financière AFI n'est pas fortuit. Le pays est l'un des 2 États membres de l'UEMOA à disposer d'une stratégie nationale d'inclusion financière. Le taux d'utilisation des services de la monnaie électronique est ressorti à 45,9% en 2017, alors que ces services n'existaient pratiquement pas en 2010. Le taux d'inclusion financière est passé de 18,6% en 2010 à 60,7% en 2017. Pour cet événement, plus de 100 décideurs politiques et régulateurs d'institutions membres de l'AFI, venus d'une trentaine de pays, prennent part au débat de haut niveau. Durant 2 jours, les thématiques portant sur l'inclusion financière des femmes et des jeunes filles, des services financiers numériques, du financement des PME, du changement climatique et des technologies financières seront au cœur des échanges. Le MAEP, c'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le MAEP salue les performances de la Côte d'Ivoire en matière de gouvernance. Selon le rapport d'évaluation établi par la Commission nationale et soumis le 9 février dernier au 28e Forum des chefs d'État à Addis Abeba, la Côte d'Ivoire a enregistré des progrès. La mise en œuvre des recommandations devrait permettre à notre pays d'être un champion en matière de gouvernance et d'atteindre ses objectifs de développement. Herman Guivi. Performance remarquable en 7 ans pour la Côte d'Ivoire, au plan économique avec une croissance au 4e rang mondial et des progrès importants. Et la liste reste longue dans plusieurs domaines d'activité. Des conclusions du rapport national d'évaluation de la bonne gouvernance produit par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Pour en faire l'écho, ce point de presse animé par Bernard Conan, président de la Commission nationale MAEP. Le rapport dit que la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès majeurs pour le retour de la paix après la crise post-électorale de 2010-2011, à travers notamment le processus de réconciliation nationale et d'indemnisation des victimes de la crise et aussi la redynamisation des relations diplomatiques de la Côte d'Ivoire. Le rapport a souligné le taux de croissance moyen de plus de 8% qu'a enregistré notre économie sur la période 2012-2018. Ce taux est le plus élevé en Afrique et 4e dans le monde. C'est quand même une bonne performance. Les avancées importantes ont été notées sur le plan social avec un plus grand succès à l'électricité, à l'eau potable, à la santé, aussi à l'éducation en Côte d'Ivoire. Pour quelles recommandations? Élaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption, renforcer les politiques de développement du capital humain à travers la formation des ressources humaines de qualité et les répartir sur l'ensemble du territoire national dans les domaines de l'éducation et de la santé avec une implication forte du secteur privé. Et aussi d'accélérer la mise en œuvre du programme social du gouvernement, d'instaurer un dialogue réel, franc et inclusif avec tous les acteurs politiques et sociaux pour une culture du pardon, de paix et de cohésion sociale. Le rapport a également révélé plusieurs bonnes pratiques en Côte d'Ivoire, l'implication des autorités traditionnelles comme mode alternatif de règlement des conflits, les avancées en matière de critères de doing business, et la pratique de l'économie circulaire comme un levier pour l'entrepreneuriat. Rappelons que l'objectivité de ce rapport a été saluée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le 9 février dernier à Addis Abeba au cours du 28e sommet du Forum du MAEP. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs se veut un instrument d'appréciation de la bonne gouvernance dans les pays membres de l'Union africaine.
On change de décor, de sujet aussi. Rendons-nous maintenant à l'abattoir de Port-Boué à Abidjan qui fait peau neuve. Le site, vous allez le voir, dispose d'une nouvelle salle d'abattage. Les travaux de rénovation ont coûté 18 milliards de francs CFA. L'abattoir qui s'apprête donc à présenter son nouveau visage au public a été visité par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kwasi Adjoumani, et par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. C'est un reportage signé Cheikh Koné. D'ici à fin mars 2019, le principal abattoir d'Abidjan, installé dans la commune de Port-Boué, aura un tout autre visage. À quelques semaines de la livraison du chantier, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés le gouverneur du district d'Abidjan, Begré-Mambé, s'est rendu sur le site pour constater l'avancement des travaux. La visite guidée a conduit la délégation ministérielle à la nouvelle salle d'abattage, la chambre froide, ainsi que la nouvelle salle d'attente et de repos pour animaux, appelée également parc de stabilisation. Toutes ces installations seront équipées aux normes internationales. Coût global des travaux, 18 milliards de francs CFA. Le ministre Adjoumani, saluant la qualité des travaux, a toutefois déploré la campagne entamée depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux visant à ternir l'image de cet abattoir. Nous sommes venus sur le terrain nous rendre compte du travail qui se fait au niveau de notre abattoir. Vous avez vu que tout à l'heure, on a même prévu des salles d'attente aux animaux. De ces salles d'attente, ils arrivent à la salle d'abattage et il y a tout un système qui est mis en place, tout un mécanisme qui est mis en place pour que, à la sortie, le consommateur ait un produit sécurisé. Maître d'ouvrage du projet, le gouverneur du district a exprimé toute sa reconnaissance au gouvernement pour son soutien dans la réalisation du projet de rénovation, entrepris depuis 5 ans. Tous les compartiments que nous avons visités, quand on met tous les coûts ensemble, nous sommes d'abord à 10 milliards pour les infrastructures et nous sommes à 6-7 milliards pour les coûts d'entretien qui sont déjà engagés et qui sont prévus, ce qui va nous porter à près de 17-18 milliards. Mais au-delà de ces coûts, nous entrevenons de disposer de camions frigorifiques pour alimenter les grands marchés à Abidjan. Nous en avons acheté 4. Pour accompagner l'équipe de vétérinaires de l'abattoir de Port-Boué dans sa mission d'inspection, le ministre des Ressources animales et halieutiques a fait don de plusieurs équipements, à savoir des motos, des réfrigérateurs et des gants de protection. Rappelons que l'abattoir de Port-Boué, c'est environ 500 bêtes abattues tous les jours pour ravitailler le district d'Abidjan. On en arrive à notre dossier Vie d'ici de ce 20h. Nous irons au Bénin pour nous inspirer d'un modèle de gestion des déchets et ordures ménagères. C'est un modèle intégré qui existe depuis 34 ans dans le pays. L'organisation qui en a eu l'idée est le centre Songhai qui démontre que les déchets sont source de richesse. Rien ne se perd, tout se transforme grâce à une technique de recyclage qui permet de revaloriser les déchets. Conséquence, l'environnement est préservé, les emplois sont créés. Le centre Songhai, tout gagné grâce au zéro déchet. C'est un dossier de Salimatou Dia. Au niveau du bac de chargement, nous mélangeons les fientes des porcs, les fientes des volailles. Une fois tous ces éléments sont mélangés, on enfonce à l'intérieur de ce trou qui est relié avec le digesteur. À l'absence de l'oxygène, ces éléments se décomposent et se ferment pour produire le gaz. Du biogaz. Voilà. Une forme d'énergie renouvelable utilisée dans la cuisson, dans les générateurs pour produire le courant électrique domestique et dans les groupes électrogènes, sans risque de polluer l'environnement et de détruire les écosystèmes. Nous développons aussi le solaire. Le solaire pour l'irrigation, pour le pompage, pour l'éclairage et beaucoup d'autres choses. Nous développons aussi la gazification. La gazification qui n'est rien d'autre que la production du gaz à partir des déchets solides de la production agricole, tels que les branchages d'arbres, les résidus tels que les rafles de maïs. Tout ce qui est déchets constitue de sous-produits dans un secteur et dans l'autre secteur devient de la matière première. Ici, à la ferme Songhai de Porto Novo au Bénin, c'est le système zéro déchet qui est adopté.
Tout part de la production primaire. Après les récoltes des productions végétales, animales et de la pisciculture, les résidus communément appelés déchets échouent dans l'unité de compostage afin d'être transformés en matière première. Ça consiste à faire couche par couche, que ce soit les fientes solides, les fientes liquides également aussi, les plantes végétales également aussi, jusqu'à avoir 1,50 m de hauteur également aussi. Mais sachez qu'à chaque couche, il faut l'arroser abondamment également, puisque pour que ces éléments se décomposent, il faut avoir réellement un taux d'humidité plus jusqu'à 80% également aussi à ce niveau. Vous faites le reteniment 3 ou 4 fois, au bout déjà de 3 mois, 4 mois, le compost est mûr et c'est ça qui est utilisé pour fertiliser le jardin. Le sol est alors nourri, restauré avec de la matière organique pour obtenir une production végétale. Cette production végétale qui part de la fertilisation du sol, qui donne de bons produits, c'est à nourrir les animaux. Et nous produisons les animaux avec une production végétale saine. Et on a aussi des viandes, des œufs sains. Je prends l'exemple de la laitue ou de la carotte qui est produite au jardin. Une fois transformés, les résidus, une partie va pour le compostage, une partie va pour la production de bioénergie et une partie va également pour nourrir les animaux, toujours les résidus. Et tout cela, ça revient encore être restitué au sol. Et le cycle continue. La production secondaire fait son entrée avec l'agro-industrie développée à Songhai. Cette unité de transformation de produits agricoles opère avec des procédés simples et naturels. Les noix de palme sont transformées en moins d'1 heure en huile alimentaire, même cas de figure pour l'alimentation animale ou encore la fabrication de savon. Ça, c'est la production de savon liquide. Ceux-ci sont en partie réalisés grâce au département mécanique fabrication, qui conçoit et réalise toutes sortes de machines adaptées aux besoins et selon les filières. Ces appareils sont aussi commercialisés dans les centres et boutiques avec le label Songhai, tout comme les produits alimentaires. Ce modèle, Godfrey Nzamujo, prêtre dominicain, fondateur des centres Songhai et pionnier de l'agroécologie, l'imagine en un projet régional. L'agriculture, c'est la base de décollage et socio-économique et inclusif. Regardez nos villages. Si on fait cette agriculture intégrée, on produit moins cher, plus efficacement. On développe l'industrie dans les zones rurales, on développe les services, c'est tout. Donc, les gens n'ont plus de raison d'émigrer, même les grandes villes comme Abidjan, comme à Cotonou, comme à Lagos. Donc, chaque ville, chaque village, chaque zone devient socio-économiquement viable. Inciter et former les jeunes capables de mener l'agriculture à la base du développement économique viable et durable, voilà un des objectifs de Songhai. Et voilà comment les déchets sont source de richesse. La bonne gestion permet donc de préserver l'environnement. C'était un dossier réalisé par Salima Toutia. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire renouvelle sa confiance et son appui financier à l'OIPR. L'Office ivoirien des parcs et réserves a reçu de la Fondation plus d'1 milliard de francs CFA pour la gestion des parcs nationaux et réserves. En clair, ce financement devrait contribuer à la sauvegarde et à la promotion des parcs nationaux du Taï, de la Comoé, d'Azani et du Mont-Sangué. Le reportage de Grace Kando dans nos prochaines éditions. On ouvre à présent la page politique de ce 20 avec le RHDP. L'un des cadres de ce parti, le ministre Amédée Kofi Kwaku, a entamé une tournée de mobilisation au centre de la Côte d'Ivoire. Première étape de cette mission politique, Yamoussoukro, Amédée Kwaku et sa délégation ont présenté au chef coutumier du district autonome de Yamoussoukro le nouvel outil politique, le RHDP, pour poursuivre l'idéal du rassemblement, de paix et de développement. Léon Bro. Le ministre Amédée Kwaku et Yensie Yakouba, le directeur général du port autonome d'Abidjan à Yamoussoukro. Premier acte, civilité au Boigny avant de prendre les bénédictions du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, puis cap sur la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Au président de jeunes et de femmes, ainsi que les chefs des 70 villages à Koué et Nanafoué du district autonome de Yamoussoukro, le chef de mission explique les raisons de la création du RHDP. Amédée Kwaku indique que la vie de Félix Houphouët-Boigny inspire le président Alassane Ouattara et le détermine à poursuivre l'œuvre de développement entamée par son père. De préciser la paix comme condition, il met ses interlocuteurs en mission de sensibilisation. Le pays d'Houphouët-Boigny a besoin de paix. Ce pays d'Houphouët-Boigny a besoin de cohésion.
ce pays d'Houphouët-Boigny a besoin d'aller de l'avant. Et c'est seulement les enfants d'Houphouët-Boigny ensemble. Aujourd'hui, tous ces partis ont décidé de se mettre ensemble à nouveau. Et ont décidé donc de donner le nom du père fondateur au parti pour que ce parti-là, qui est un parti donc de paix qui vient de se mettre en place, ce parti puisse continuer à travailler pour l'ensemble des Ivoiriens. C'est vrai que les chefs ne font pas de la politique, mais les chefs peuvent relayer les messages de paix, les messages de cohésion dans l'ensemble de leur village. Message bien perçu selon le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, cadre du RHDP. Nous sommes des hommes de paix, nous sommes des hommes de dialogue. Et partout où on nous appelle pour la paix et le dialogue, nous répondons présent. Cette mission d'explication et de sensibilisation à la paix va conduire Amédée Kouakou et sa délégation cette fin de semaine à Sakassou, siège du royaume baoulé. Et loin de la capitale politique ivoirienne, ici à Abidjan, les présidents de partis d'opposition se sont réunis ce vendredi 1er mars au siège du PDCI RDA à Cocody. Ces partis ont signé un document pour la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Ahmed Traoré, Herman Guivé. Les partis de l'opposition ivoirienne décident de fédérer leurs énergies et de s'exprimer d'une même voix. Dans un document unique, ils appellent à des discussions sur l'environnement des élections, à savoir l'établissement des cartes nationales d'identité, le recensement électoral et la révision de la liste électorale. Henri Konan Bédié, porte-parole des présidents des partis d'opposition, appelle à une réforme profonde et consensuelle de la Commission électorale indépendante, la CEI. Notre objectif majeur est de doter la Côte d'Ivoire d'un organe électoral crédible, transparent et accepté par tous les acteurs politiques et nos concitoyens, appelés à exercer leur droit de vote en toute liberté. Selon Pascal Afin-Guessant, le document sera transmis au gouvernement la semaine prochaine. Je vous conduis à présent à la rentrée politique du RPP, le Rassemblement pour la paix et le progrès ainsi que le partage. Le président du parti s'est prononcé sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Il a également évoqué la recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Lors de la rentrée politique du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP, Ouattara Nyondié s'est prononcé sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Pour lui, le parti doit prendre toute sa place sur l'échiquier national. La direction a initié des missions de remobilisation pour l'implantation du parti aux 4 coins du pays. Au cours de la rencontre, Ouattara Nyondié s'est aussi attardé sur le problème de la CEI, la Commission électorale indépendante. Il faut faire en sorte que la Commission reflète telle qu'elle est décrite dans l'article 51 de la Constitution, c'est-à-dire une commission véritablement indépendante, une commission consensuelle, une commission inclusive, une commission à laquelle tous les Ivoiriens font confiance. Le président du RPP a pour finir exhorté à la réconciliation. Sur la scène culturelle en Côte d'Ivoire, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a échangé avec un collectif d'artistes conduit par Assalfo du groupe Magic System. C'était à son cabinet au Plateau. Les échanges ont porté sur la nécessité de réformer la gestion des droits d'auteur en Côte d'Ivoire. Ces artistes proposent la création d'un comité scientifique pour mener les réflexions. Issa Tchonayeo. Comment réformer la gestion des droits d'auteur en Côte d'Ivoire? Cette question a fait l'objet d'un échange entre un collectif d'artistes conduit par Assalfo du groupe Magic System et le ministre de la Culture et de la Francophonie au Plateau. Au cours de cette rencontre, ces artistes ont plaidé pour la mise en place d'un comité scientifique de réflexion. Le droit d'auteur, c'est la propriété de l'artiste, c'est l'exploitation de l'artiste. Et c'est nous qui devons nous mettre devant pour prendre des mesures, proposer des réformes qui pourront permettre d'assainir un peu nos vieux tests, nos tests devenus obsolètes. Il faut une mise à jour. Et pour faire cette mise à jour, je crois qu'il faudrait une synergie d'expérience, de compétences. À l'ère du numérique, le mode de perception des droits d'auteur évolue vite.
Pour cela, le ministre de la Culture et de la Francophonie a salué la démarche des artistes auprès de ses services. La Côte d'Ivoire travaille à ce que le Buruda soit entre les mains des artistes. Le décret qui a été pris permet qu'à partir de 2020, il soit créé d'autres sociétés de gestion de droits d'auteur. Ça veut dire qu'il y aura demain une société des producteurs. Donc il faut préparer la naissance de ces sociétés. C'est ce qui justifie leur présence. Le ministre Maurice Kwaku Bandama a promis que les travaux du comité scientifique de réflexion sur la gestion des droits d'auteur seront pris en compte dans le renouvellement des instances du Buruda, Bureau ivoirien du droit d'auteur, prévu au mois d'août et de septembre prochain. Et la RTI qui a couvert cet événement est aussi présente au FESPACO, le Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La délégation est conduite par le directeur général Faustini Dambélé qui participe au MICA, Marché international du cinéma et de l'audiovisuel, une tribune qui permet de vendre le catalogue de production aux distributeurs et partenaires. Et la RTI soutient aussi un film à ce FESPACO. Serge Koléa depuis Ouagadougou. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, a présenté aux visiteurs du MICA, le marché du cinéma et de l'audiovisuel africain, 5 extraits des 9 productions majeures qui vont rythmer sa grille de programmes en 2019. Comment t'as saboté les freins de la voiture? Parce que c'est pas... Si Frédéric réapparaît, le mariage aura lieu. Alors je pourrais prétendre à la présidence. Nous avons lancé une douzaine de projets en même temps qui sont en production en ce moment, dont les premières saisons ont été diffusées comme National Security, comme Sœur Ennemie, et dont les deuxièmes saisons viennent de finir et vont bientôt être diffusées. Et vu qu'il y a des chaînes africaines qui ont commencé l'achat et la diffusion des premières saisons, c'était de rencontrer les professionnels de l'environnement, les diffuseurs, les distributeurs, pour leur montrer ce qui est dans le four. À travers cette présence au FESPACO, le directeur général entend renforcer la visibilité de la RTI en s'appuyant sur son catalogue de séries télévisées fournies. C'est l'occasion pour nous de parler de coproduction et également aussi d'explorer les marchés pour la diffusion et la vente de nos productions qui sont de qualité et qui s'exportent très bien. Je peux vous dire que dans la grille du programme, eh bien, une place de choix est faite aux productions nationales. Et cela va s'amplifier. Mais ce que nous demandons aux producteurs, c'est de toujours travailler à la qualité. Et à travers cette distribution, nous avons un potentiel de coopération, de soutien. Rencontres avec des chaînes de télévision partenaires, présentation d'offres et d'opportunités aux distributeurs et acheteurs de production sont marquées en bonne place dans l'agenda de la délégation de la RTI au FESPACO 2019. La fin de ce 20h supervisé par le rédacteur en chef Adama Kone. Merci à toute l'équipe technique, à l'équipe de réalisation et surtout à vous de nous avoir suivis. À demain 20h.